Dans la rubrique des livres, nous recevons M. Ahmed Bouazi, professeur de génie industriel à l'ENIT. Sihbib, vous allez nous parler de ces différentes publications. Bonjour. Bonjour Elige. Oui, bien sûr, être de toutes les rives, de tous les temps, de toutes les sciences, de toutes les technologies, nos chercheurs voyagent, prennent les trains de la modernité, s'interrogent, inventent. Et vous allez voir, nous avons tous appris à faire attention. Touchez pas, n'y touchez pas, c'est électrique. Et vous allez voir que les hommes de science découvrent la science tous les jours. Ahmed Bouazi, merci d'avoir cette invitation de Trait d'Union. Vous êtes ancien élève de SUPELEC, École supérieure d'électricité en France. Vous êtes titulaire aussi d'une thèse doctorat ingénieur à l'Université de Paris 7. Et là, vous voyagez, vous publiez, vous venez de publier un livre consacré aux matériaux pour l'électricité électronique. Le monde est liquide, il y a des isolants, il y a des conducteurs. Le monde est en train de changer tous les jours. Ahmed Bouazi, la science, la technologie, appartient-elle à une classe ou à une race? Évidemment, la réponse est simple, non. La science et la technologie appartiennent à toutes les races et aux gens qui s'y mettent, et aux gens qui investissent, et aux gens qui s'investissent aussi dedans. Et grâce à ça, heureusement, le monde est en train d'avancer partout et nous bénéficions tous en même temps, partout dans le monde, de ces avancées technologiques. Un Tunisien en Chine qui a pris le train le plus rapide du monde, regardez-le, c'est admirable. Regardez sa joie, son sourire. Ahmed Bouazi, c'était un rêve de prendre le train le plus rapide du monde? Absolument, absolument. Ce train a été inauguré en janvier 2004. Et quand je l'ai vu, surtout que je sais comment ça fonctionne, parce que ça fait l'objet d'une partie de mon cours comme application du supraconducteur. Et comment ça fonctionne? Justement, c'est que sur le train, il y a un générateur par batterie qui génère un courant électrique très intense, qui crée un champ magnétique et des aimants extrêmement forts qui soulèvent un train. Et alors du coup, le train est soulevé, on dit qu'il est en lévitation magnétique. Alors c'est les trains de maglev. Et alors du coup, il peut glisser comme ça à 1 cm sur les rails et atteindre des vitesses de 431 km à l'heure. Et donc c'était mon rêve. Alors en octobre 2005, c'est-à-dire une année et demie plus tard, j'y suis allé, je l'ai pris et ça joint l'aéroport de Shanghai à la ville de Shanghai. Et alors c'est absolument impressionnant d'y être et c'est extraordinaire. Et l'autre rêve, c'était appartenir à la communauté des chercheurs. Et là, présenter un travail, rencontrer des chercheurs. Parlez-nous de ce deuxième rêve. Écoutez, depuis un certain temps, chaque fois que je publie, moi j'aime bien publier dans les congrès internationaux. Ce qui me permet de rencontrer mes pairs et de discuter avec eux et d'échanger avec eux. Et puis de voir aussi d'autres pays. C'est très agréable. Et depuis 1997, ils ont commencé à donner des prix aux publications pour encourager les gens à faire des belles publications sur le plan contenant et pour les posters sur le plan contenant aussi, sur le plan contenu pour ça. Et alors en 2003, j'étais au Japon, au 3e congrès international de photovoltaïque. Et vous avez reçu un prix là. Et j'ai présenté On monte la photo quand même, elle est moyenne. Hein, oui, c'est ma femme qui l'a prise. Peut-être elle était perturbée parce que quand même, recevoir un prix comme ça de ce niveau-là, dans un congrès international parmi les plus grands de ce monde. Et regardez, là, j'ai le livre qui a un poids parce que là, votre communication, c'est 2 pages. Hein. Oui, tout en quelques lignes. Hein. Écoutez, parce qu'il y a tellement de chercheurs qui viennent présenter leurs travaux qu'ils sont obligés de nous obliger de limiter le nombre de pages. Et alors, d'ailleurs, j'étais frustré pour vous dire la vérité, parce qu'il y avait des tas de beaux schémas que j'ai faits, de beaux résultats que je ne pouvais pas présenter dans le texte. Oui. Pourtant, c'est un gros livre. C'est un gros livre. Mais heureusement que maintenant, en fait, ça c'est le tome 2, parce qu'il y en a 2 tomes. Et heureusement que maintenant, il y a les CD-ROM, ce support moderne qui permet de faire tout ça sur un seul CD. Matériaux pour l'électricité et l'électronique. Bien sûr que la Tunisie, un pays qui émerge, et ses ingénieurs travaillent tous les jours. Et quand on voit qu'il fait beau chez nous, qu'il y a du soleil et que le défi en Tunisie, Ahmed Bouazi, c'est de l'électricité pour tout le monde. Et là, votre livre, l'électricité solaire, l'utilisation dans un pays
qui émergent en développement, vous montrez que c'est tout à fait à la portée de tout le monde. 97% des Tunisiens, là ce sont les prévisions qui se réalisent, qui sont en train de se réaliser, et les 3% qui restent là, il y a une solution. Les ingénieurs ont trouvé la solution. Ben, effectivement, en fait, d'abord il faut dire quand même que l'ASPEG fait un effort absolument énorme et que les autorités politiques aussi font pour aider les populations éloignées des centres urbains à se connecter à l'électricité. Mais seulement, malgré tout, 3% de la population resteront sans connexion avec le réseau. Ils habitent tellement loin que ça coûte tellement cher. Et alors on a trouvé la solution. La solution, ce sont des panneaux photovoltaïques, de cellules solaires, qui, installés sur les toits, en recevant le soleil, ils donnent de l'électricité et on peut faire charger des batteries pendant le jour et la nuit, on peut regarder la télévision, s'éclairer. Que sais-je, utiliser toutes les Et là, c'est la première centrale tunisienne photovoltaïque, c'est ça. Hammam Biada, c'est ça. Oui, c'est un petit village qui est situé à côté de Krib, dans le gouvernement de Céliana. Et ce village, en 82, était très loin de toute ligne électrique. Heureusement que maintenant, l'avancée en Tunisie, l'avancée, ils sont déjà électrifiés, normalement. Mais à cette époque-là, avec des investissements de la STEG et une aide américaine, on a construit une centrale solaire un peu technique, 29 kW pic, avec des transformateurs qui transforment l'électricité solaire en électricité de 220 volts comme celle qu'on utilise partout. Et tout le village a été électrifié. Et les gens avaient l'électricité tranquille, ils avaient des compteurs, ils payaient à la STEG d'une manière normale, alors que tout venait du soleil. Il n'y avait pas de turbine, pas de fuel, pas rien. D'accord. Donc voilà, vous dirigez une unité de recherche à l'ENIT et les jeunes chercheurs, ou les chercheurs tout court, qui nous regardent, ils peuvent vous écrire, ils peuvent venir en Tunisie, il y a des projets, tout reste à faire, il y a une possibilité de créer, d'inventer, vous le faites, vous voyagez souvent, vous. Oui, absolument. Bon, d'abord, à l'ENIT, je rappelle, nous avons fait, c'était sous ma direction, nous avons fabriqué la première cellule solaire au silicium en Tunisie au début des années 80. Depuis, nous continuons à travailler sur les cellules solaires, et nous faisons, dans l'unité de recherche que je dirige, nous travaillons sur les cellules solaires, la modélisation pour de nouvelles structures qui n'ont pas encore été inventées. Nous les modélisons sur le plan théorique, nous étudions ce qu'ils peuvent donner et nous faisons des simulations. Et des tas de recherches comme ça, nous publions ces résultats et les publications sont examinées par des pairs, des collègues étrangers qui sont des spécialistes, et quand la publication est de valeur, ils acceptent de la publier dans les revues spécialisées. Ahmed Bouazzi, Ilm al-Hiyal, nous parlons souvent d'Ibn Khaldoun, il nous augmente toujours, c'est notre fierté, la fierté de la Méditerranée, Ibn Khaldoun. Et Ibn Khaldoun parle de géométrie de la Muqaddima en tant qu'application, Ilm al-Hiyal. Et là, nos ingénieurs sont rusés. Ce verre bizarre, ce verre juge, donc il contient un liquide et à partir du moment où il y a encore du liquide, Alors ça, il fallait ingurgiter le verre en entier d'une seule traite. Si vous ne le faites pas, quand vous ramenez le verre sur la table, il se met à siffler. Et donc il fallait finir le verre. Alors ça, c'était au XIIe siècle, dans les palais des sultans. On a inventé ça dans les cercles de vin pour pouvoir... Alors, vous parlez de savant, XIIe siècle, et c'était un savant. Son nom, son apport, Ilm al-Hiyal, il avait écrit tout un livre. Et ce livre est un héritage. Quand nous disons que les jeunes sont de tous les temps, de toutes les rives, de toutes les technologies, de toutes les sciences, là, c'est à la demande du prince de Diyar, Bakir Nasr, Din Ben Mahmoud. Il commença en 1200 à rédiger son traité intitulé Traité sur la théorie et la pratique des mécanismes ingénieux. Les mécanismes ingénieux. Vous avez votre mécanisme, Al-Bouaz? Écoutez, d'abord, je ne peux pas être à la hauteur de ce grand monsieur. C'était un monsieur absolument extraordinaire. Il avait inventé des serrures chiffrées, il avait inventé des pompes qui
qui transportent l'eau, etc. Et alors, bon, moi, notre mécanisme à nous, dans l'unité de recherche que je dirige, nous sommes en train d'essayer de fabriquer ce que j'appellerais une batterie électromécanique solide. C'est un moteur à lévitation magnétique qui tourne très 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 vite et il stocke l'électricité qu'on peut récupérer plus tard. Voilà, enfin que dire, les communications sont là, vos livres, vos publications, matériaux pour l'électricité électronique, l'énergie solaire, même un guide de géométrie élémentaire pour les jeunes chercheurs, pour nos enfants. Les ingénieurs tunisiens voyagent souvent, prennent les trains les plus rapides, mais ils sont aussi en train de ruser, de travailler dans leur laboratoire. Un de ces jours, ça arrive de temps en temps, un de ces jours, Ahmed Bouazi, un Nobel tunisien, c'est tout à fait possible. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Écoutez, il faut être modeste. Pour avoir le prix Nobel, il faut travailler beaucoup plus que je ne le fais. Le pays qui a donné Ibn Khaldoun. Oui, mais Ibn Khaldoun est... Qui a donné des signes pourrait donner un Nobel. Non, c'est un souhait. C'est un niveau. Je reste. Je reste. Moi, je suis très satisfait du prix que j'ai eu au Japon en 2003. Je trouve que c'est très les beau. chercheurs sont modestes. Oui. Merci pour la modestie. Merci pour votre modestie. Merci de vous être déplacé pour nous. On poursuit avec cette chanson de Monia Lebgéo.